Dans mes nouvelles résolutions, il y avait de vous faire des bilans lecture plus réguliers. Donc je m'étais mis comme objectif d'en faire un à chaque milieu de mois. Je pense que c'est mieux que début de mois, ça me stresse un peu moins. Donc voilà, là je crois que quand je tourne on est le 18. Donc c'est pas mal, je m'en sors pas mal. Je vous ai parlé rapidement à la fin du dernier bilan lecture d'un livre que j'étais en train de lire. J'ai tué Jimmy Hoffa de Charles Brandt. J'ai adoré ce livre. Charles Brandt est un journaliste qui a interviewé Frank Sheeran, qui était en fait un tueur à gages pour la mafia américaine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le livre est sorti en ce début d'année, le 2 janvier, chez JC Lattès. Il sera adopté par Scorsese, il sortira sur Netflix dans l'année. Le titre sera The Irishman, et on retrouvera tout le casting de rêve de Scorsese quand il fait des films de mafieux. Donc Pacino, De Niro. Je suis très impatiente de voir ce film. La lecture est parfois un peu laborieuse parce qu'il y a une profusion de noms. En fait, le livre est principalement à 90% une retranscription des interviews que Charles Brandt a fait de Frank Sheeran. Il y a certains passages que Charles Brandt a rajoutés pour qu'on comprenne bien le contexte, à quel moment est-ce que, voilà, ou pour préciser un peu le discours de Frank Sheeran si jamais c'est incompréhensible pour qui ne connaît pas personnellement toute l'histoire. Mais sinon c'est principalement juste la retranscription orale de l'interview. Et oui, parfois la lecture est un peu laborieuse quoi. Il balance plein de noms, en plus plein de surnoms aussi. Et parfois on est un peu perdu. Mais sincèrement, l'ensemble est passionnant. On entre vraiment dans le cœur de cette organisation criminelle et on suit aussi toute l'histoire de la fin du XXe siècle. On retrouve Robert Kennedy et John Kennedy et en fait Bobby Kennedy, donc Robert Kennedy, son combat. C'était justement le crime organisé et notamment les syndicats de travailleurs. Oui, parce que c'est vrai, j'ai pas dit ça. En fait, Jimmy Hoffa, c'était un des pontes du crime organisé via les syndicats de travailleurs. Donc c'est lui, c'est de son assassinat qu'on parle, et principalement de ses magouilles à lui du coup. Et donc Bobby Kennedy, son combat, c'était Jimmy Hoffa, il voulait le faire tomber, il voulait faire tomber tout ce côté-là du crime organisé. Et donc voilà, donc on retrouve tout ça. Il y a des hypothèses sur l'assassinat de John Kennedy et l'assassinat de Bobby Kennedy. Moi j'ai trouvé ça passionnant, vraiment. Mais il est vrai, la lecture est un peu laborieuse. Si ce sujet ne vous intéresse pas outre mesure, je vous conseille en tout cas de surveiller la sortie du film parce que je pense que ça va être génial. En livre audio, j'ai fini le tome 3 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Donc quand je vous en ai parlé au dernier bilan lecture, je vous disais ah là il vient de se passer un truc, c'est génial, je suis à fond, c'est trop bien. Et en fait, ben voilà, ça dure 5 minutes dans le livre audio, donc je suppose un chapitre, même pas dans le livre de poche, et après on n'en reparle pas. Et du coup, bah ouais, je suis un peu déçue. Et du coup, je reste sur mon avis mitigé. Là, j'ai commencé le tome 4. J'avoue que le début du tome 4 me saoule un peu. En fait, en fait, le personnage de Nino, je ne l'aime pas, donc voilà, du coup, ça me gave un peu. Mais on suit peu Lila. Et du coup, quand on suit que Elena, ça va, ça me plaît à peu près. Donc on verra ce que donne ce dernier tome. Ensuite, j'ai lu Belle Amie de Harold Cobert, qui est sorti aux éditions Les Escales le 7 février dernier. Harold Cobert a décidé d'écrire une suite à Belle Amie de Maupassant. Belle Amie de Maupassant, je vous en ai déjà parlé, c'est un classique que j'adore, je l'avais relu il y a peu, et ma deuxième lecture avait été encore plus forte et plus prenante que la première. J'avais un peu peur de ce que le bel ami de Harold Cobert allait donner et j'ai adoré. Sincèrement, Harold Cobert continue parfaitement l'histoire de Belle Amie. On, on retrouve les personnages du roman originel, on retrouve parfaitement l'ambiance. Et on adore encore une fois détester Georges Duroy. Dans le roman originel, Georges Duroy part du plus bas pour monter. Là, il va monter encore, mais on se doute, vu que c'est un roman un peu miroir, qu'il va redescendre au plus bas, ou en tout cas, il va lui arriver
deux, trois embrouilles, mais comme toujours avec Georges Duroy, mais vu que c'est Georges Duroy, on se dit est-ce qu'il va encore réussir à s'en sortir ou pas. Il y a une petite part de mystère en plus dans ce tome-là, dans cet opus-là. Et Maupassant avait fait de Georges Duroy un personnage très misogyne. On retrouve cet aspect-là du personnage, mais Harold Cobert a en plus ajouté un peu une vengeance des femmes que Georges Duroy a manipulées dans le roman originel, et vraiment c'est très très bien fait. On retrouve énormément de clins d'œil au premier roman, notamment une mise en abîme de Belle Amie de Maupassant dans le roman, c'est très bien fait. Et aussi on retrouve certains passages, par exemple la scène du miroir du tout début du livre de Maupassant, on la retrouve dans le livre de Harold Cobert un peu différemment. Non, vraiment, c'est très très bien fait, très intelligent. Si vous n'avez pas lu Le Bel Ami de Maupassant, je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment très bon, mais vous pouvez quand même lire Le Bel Ami de Harold Cobert sans avoir lu Le Bel Ami de Maupassant, parce que Harold Cobert rappelle bien les éléments, etc. Donc si celui-là vous intéresse, vous pouvez le lire et ensuite vous verrez si Le Bel Ami de Maupassant vous tente ou pas. Voilà, vous pouvez faire dans le sens que vous voulez. Et avoir fait cette lecture, je me suis rendu compte que vraiment, que ce soit Le Bel Ami de Maupassant ou Le Bel Ami de Harold Cobert, ce sont deux romans vraiment très actuels. Parce que les magouilles politiques, la manipulation de l'information par les journalistes, les lobbies d'entreprises hyper riches qui font pression politique, etc. Tout ça c'est très actuel et les critiques de ces deux romans sont vraiment percutantes. Du coup ça m'a donné envie de voir l'adaptation de Belle Amie qui était sortie en 2012 avec Robert Pattinson, Uma Thurman, etc. Je vous parlerai de ça bientôt, je vais commencer à vous faire des vidéos où je vous parle des films et séries documentaires aussi que j'ai vus et qui m'ont plu, donc je vous parlerai de celui-là dans une prochaine vidéo. J'ai lu La Nuit des Béguines de Aline Keener. Je vous avais dit que c'était un roman que j'avais beaucoup attendu. J'ai été un peu déçue. Donc on suit la communauté des Béguines au Moyen-Âge, qui étaient des communautés de femmes libres. Apparemment, j'ai appris que il y avait des nouvelles communautés de Béguines qui se formaient maintenant. Je vous avoue, je me suis pas renseignée, mais je vais jeter un coup d'œil, ça m'intéresse. J'ai beaucoup aimé le côté historique et j'ai aimé en apprendre un peu sur ces communautés, mais le reste, en fait, les personnages et le reste de la trame narrative ne m'a pas particulièrement captivée. J'ai aimé l'écriture d'Aline Keener et j'ai aimé tous les aspects différents de la féminité qu'elle traite. Il y a vraiment du très très bon dans ce livre, mais malheureusement cela n'a pas été un coup de cœur. Et alors ça m'a beaucoup rappelé la saga des rois maudits de Maurice Druon, parce qu'il y a des événements en commun vu que c'est à la même période. Et au niveau de l'ambiance et de l'écriture, j'ai retrouvé quelques aspects de ce que j'avais aimé dans la saga de Maurice Druon. Donc si vous avez aimé Les Rois Maudits de Maurice Druon, je vous conseille de lire la saga des Béguines et vice versa. Ensuite, il y a un livre que j'ai abandonné. Je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan sur la bibliothèque Orange. Donc j'ai abandonné Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. La théorie traitée était intéressante, mais j'ai trouvé que l'introduction et la conclusion se suffisaient à elle-même et que le milieu du livre, j'ai eu l'impression que ça allait être juste du blabla et du remplissage pour faire des pages, et donc ça ne m'a... me suis dit non, ne lis pas, ça ne va rien t'apporter. Traverser l'hiver de Mélanie Wallace. À la fin du dernier bilan lecture, je vous avais dit que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre pour ce roman, je comprenais pas trop le contenu de la quatrième de couverture, et alors ce livre, j'ai été enchantée, ça a été un coup de cœur immense. J'ai été emportée dans l'ambiance, je me suis attachée au personnage, j'ai été prise dans la poésie de l'écriture tout de suite, ça a été un enchantement. Je l'ai lu quasiment d'une traite, presque sans respirer parce que j'étais prise par l'émotion et vraiment j'ai adoré ce livre. Donc on va suivre plusieurs narrateurs, plusieurs personnages qui n'ont aucun lien entre eux, mais ils ont tous une histoire très particulière, des blessures, des faiblesses, des forces très bien écrites par Mélanie Wallace, et tous ces personnages vont se percuter, vont se répondre, vont s'aimer, vont se détester, vont s'aider, vont se comprendre, vont se déchirer, ne pas se comprendre, se rater, et vraiment c'était magnifiquement beau, l'ambiance de cette petite ville côtière des États-Unis, un peu miteuse, assez pauvre. On a l'impression que c'est l'hiver et qu'il fait froid tout le temps alors qu'on est au bord de la plage et qu'en vrai il fait beau, mais il y a un peu cette impression de
de temps arrêté. Et c'est ça que j'ai eu l'impression de vivre pendant ma lecture. Et j'ai été éblouie un peu par les rayons de soleil qui peuvent tomber sur ce paysage figé. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai été émerveillée par ce livre. La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald, ça fait très longtemps qu'on entend parler de ce livre, je pense que quasiment tout le monde le connaît. C'est ma sœur qui me l'a prêté à Noël et elle m'a dit j'ai pas trop aimé mais il faut que tu le lises. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Maintenant que je l'ai fini, je comprends parfaitement. Une jeune femme suédoise, je crois, arrive aux États-Unis pour rencontrer une vieille dame. Elles sont devenues amies en s'écrivant des lettres pour parler de lecture et de littérature. Et lorsque cette jeune femme arrive pour rencontrer cette vieille dame, en fait, cette vieille dame est décédée. La jeune fille décide de rester quand même et d'ouvrir une librairie dans la petite ville où habitait cette dame. Toute la trame narrative principale ne m'a pas particulièrement passionnée. Il y a une petite romance sympa et pas trop cliché que j'ai bien aimée. Mais voilà, tout le reste, j'ai quand même trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Il y a quand même des moments où je me suis un peu ennuyée. Mais ce que j'ai adoré dans ce roman, et ce pourquoi vous pourriez l'aimer vous aussi, c'est que vraiment, lorsqu'on aime la lecture, lorsqu'on aime la littérature, lorsqu'on aime les livres, ce livre est un bijou. Et juste pour ces passages à propos de littérature, les citations littéraires, tout le message que l'autrice donne, et qui en fait, son message c'est il y a un livre pour chaque personne, il y a un livre pour chaque moment. Les livres peuvent ouvrir l'esprit, faire tomber les barrières, faire aimer, faire aller mieux. Voilà, enfin, le livre est la réponse et la solution à tout. Rien que pour ça, je vous conseille de lire ce livre. Ensuite, j'ai lu Guernica 1937 de Alain Vircondelet. Donc c'est l'histoire de la création de Guernica par Picasso et Dora Maar. Parce que il y a une hypothèse comme quoi Dora Maar aurait contribué à Guernica autant que Picasso n'a pas fait cette œuvre tout seul, mais le travail de Dora Maar a été complètement éclipsé par sa relation à Picasso, un peu comme Camille Claudel et Rodin, si vous connaissez un peu cette histoire-là aussi. Et donc Alain Vircondelet, dans ce roman, nous raconte la relation, la rencontre entre Picasso et Dora Maar, et toute la genèse, la création de l'œuvre. Ça fait 200 pages, ça se lit très vite. J'ai trouvé ça intéressant, mais ce n'est pas un énorme coup de cœur. Par contre, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur Dora Maar, et j'ai mis dans ma wishlist une biographie sur elle. J'ai envie de lire quelque chose de non romancé, vraiment une biographie sur elle, pour en savoir plus sur ce personnage. Elle m'a vraiment intriguée. En ce moment, je suis en train de lire la 3e Hemingway de Paula McLean, qui est sortie le 24 janvier dernier aux presses de la Cité. Ce roman parle de Martha Gellhorn, qui a été la 3e femme d'Ernest Hemingway. Elle était reportrice de guerre. Et voilà, pour le moment, j'ai lu 100 pages, j'aime beaucoup l'écriture et je suis prise dans l'histoire, mais je vous en parlerai plus au prochain bilan lecture. Le reste de ma pile à lire pour le mois de janvier est énorme. Il y a 5 livres, 3 que je dois absolument lire avant la fin du mois de février. Et oui, j'ai dit janvier, mais c'est février. 3 que je dois absolument lire avant la fin du mois de février. Les autres, ça peut empiéter un peu sur mars. Il y a d'abord Le Chant des Revenants de Jesmine Ward, qui est sorti le 7 février dernier aux éditions Belfond. Ensuite, je veux lire Une nuit de Trinh Xuan Tuan. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo bilan Bibliothèque Orange. C'est un astrophysicien vietnamien qui nous emmène en voyage toute une nuit. J'ai envie de lire Les Suprêmes de Edward Kelsey Moore parce que j'ai le tome 2, Les Suprêmes chantent le blues, dans la sélection Bibliothèque Orange de février. Je veux lire Parce que les tatouages sont notre histoire de Héloïse Gué de Bélissen, qui est sorti le 3 janvier dernier chez Robert Laffont. Et ça, comme la 3e Hemingway, Le Chant des Revenants, ce sont des lectures net galées, donc il faut que je les lise assez rapidement quand même. Héloïse Gué de Bélissen, c'est son 4e roman. J'en ai déjà lu 2 autres. Il y a seulement Dans le ventre du loup qui ne m'avait pas trop attirée, j'avais peur que ce soit un peu dur, mais donc c'est une autrice que j'aime beaucoup. Je suis intriguée, impatiente de découvrir ce qu'elle dit sur les tatouages. Et le dernier, c'est la nouvelle lecture commune qu'on a choisie avec mes 2 copines, c'est Le Secret de J de Pierre Grimbert. Donc ça, c'est un classique de la fantaisie française que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Comme d'habitude, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, et pourquoi pas vous abonner ou partager mes vidéos, ou les deux même. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite des belles lectures.